Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous pour cet épisode de Radio Les Insolites. J'ai le plaisir d'inviter ce jour Melvina Mestre. Melvina, bonjour. Bonjour Stéphanie, le plaisir est partagé. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à la librairie Les Insolites. Nous avons pour coutume d'inviter nos auteurs, nos photographes, les éditeurs avec lesquels on aime beaucoup travailler, les musiciens, et de présenter pendant environ 20-25 minutes, leur parcours, la raison de leur venue à Tanger et plus particulièrement à la librairie Les Insolites. Tu es venu à Tanger dans le cadre d'une résidence qui t'a été confiée, dirais-je, par l'Institut français du Maroc et de Tanger. Donc tu es resté et tu es encore à Tanger pendant environ un mois, pratiquement. On va revenir sur la raison de ta résidence. Avant de plonger dans le vif du sujet de notre rencontre, je vais dire quelques mots sur toi et sur ton parcours. Tu es né à Nice, mais tu as grandi à Casablanca. Et c'est peut-être aussi le lien entre Tanger, le Maroc et l'écriture. Tu es resté au Maroc jusqu'à tes 17 ans. Tu es arrivé à Paris pour entamer une carrière dans les médias et l'audiovisuel à France Télévisions. Si je ne me trompe, tu t'occupes d'un programme jeunesse à France 24 ? Alors pas du tout. Pas du tout, je me trompe. Je travaille à la fondation de France Télévisions, qui s'appelle la Fondation Engagement Média pour les Jeunes. Et en effet, on s'occupe de soutenir des associations qui œuvrent pour l'écriture, l'éloquence, la confiance et pour les jeunes en fragilité. C'est-à-dire... Alors, j'étais pas si loin, non, mais j'étais pas du tout dans le bon domaine. Et ce qui est très intéressant, c'est très bien d'apprendre ça à nos jeunes. Tu es passionné d'histoire contemporaine, je dirais, du XXe siècle, notamment. Et tu as commencé, c'est la raison de ton invitation à la radio Les Insolites, une série policière qui se déroule dans le Maroc des années 50. Exact. Voilà, donc un Maroc assez vintage. On va y revenir beaucoup. L'architecture, les détails architecturaux vont être très importants, pas seulement les rues, les cafés, les lieux. Avec une certaine particularité, c'est qu'on suit les aventures très rocambolesques d'une jeune femme. Alors, détective privé. Qui est détective privé, donc c'est ça sa particularité, qui s'appelle Gabrielle Kaplan. On est en pleine année 50. Politiquement, au Maroc, ce sont des moments j'ai envie de dire, les Anglais disent de turmoil, c'est-à-dire de mouvement et de tourment. Nous sommes aux dernières heures du protectorat français et à quelques heures, dirais-je, de l'indépendance du Maroc. On retrouve ces éléments dans tes livres. En 2023, tu as commencé avec Crépuscule à Casablanca, qui a obtenu le prix Polar Sud-Ouest Lire en Poche 2023, bravo, qui est amplement mérité. Et en 2024, tu as récidivé, j'ai envie de dire, comme on dit dans le jargon policier, avec une nouvelle enquête de Gabrielle Kaplan, qui s'appelle Sang d'encre à Marrakech. Comme le titre ne l'indique pas, ça commence à Casablanca, ça continue à Marrakech et ça finit dans les contreforts de l'Atlas. C'est un roman assez trépidant qui nous plonge dans un Casablanca un peu méconnu depuis la France, un peu moins depuis le Maroc, qui commence dans les quartiers réservés de Bouzbir, et on va aussi en parler. Alors, je vais commencer par te poser une première question. Comme d'habitude, je pose des questions pour ouvrir la conversation. Comment as-tu été inspirée pour créer un personnage comme Gabrielle Kaplan, ce qui est assez original dans le monde du roman de genre policier, une femme dans les années 50 et au Maroc? Alors en fait, c'est un cheminement assez complexe et tortueux. C'est pas si simple et si linéaire. Quand j'ai commencé à écrire, en fait, je voulais vraiment écrire sur Casablanca des années 50 parce que je suis totalement amoureuse de cette ville. Je pense que ça se sent dans mes livres. Mais surtout, je voulais restituer cette ambiance vraiment hyper moderne de Casablanca dans les années 50 parce que je trouve, après peut-être on peut ne pas être de mon avis, c'est pas grave, que je trouve que c'est vraiment l'apogée de cette ville. Et aussi dans l'imaginaire collectif, quand je parle de Casablanca, etc., je trouve que les gens que je rencontre en général, même les Marocains d'ailleurs, n'ont pas idée d'à quel point cette ville a été moderne, avant-gardiste,
du point de vue architectural. Et voilà, donc c'est vraiment ce contexte que je voulais retranscrire. Alors après, moi, je voulais pas faire un précis d'architecture non plus, je voulais bien écrire des romans. Et j'adore le roman policier, le roman noir. Je trouve que c'est un genre vraiment protéiforme. On peut faire plein de choses avec. C'est du roman social, c'est du suspense, c'est du romanesque. Et donc j'ai commencé en me disant, voilà, roman policier, années 50, Casablanca. Après, en écrivant, je me suis dit, justement pour mettre en lumière cette modernité, pourquoi pas une héroïne au lieu de un détective privé, parce que c'est vrai que dans tous les romans noirs américains ou même français de cette époque, on a toujours le privé mal rasé, la clope au bec, une flasque de whisky dans le tiroir. Et je me suis dit, mais justement, voilà, pour montrer que c'était moderne, eh ben, je vais mettre une femme, Gabrielle Kaplan, et ce qui est pas du tout anachronique, parce que sans doute qu'il n'y a pas eu de détective privé femme dans ces années-là à Casablanca, mais parmi les Européennes, il y avait vraiment beaucoup de femmes qui travaillaient, qui venaient même seules de métropole pour être infirmières, institutrices. Donc voilà, donc je trouve que ça colle bien et au décor et à la période. Ce que tu es en train de dire, c'est que Casablanca serait devenu une sorte de pôle d'attraction migratoire pour beaucoup d'Européens. Complètement, c'était, voilà, c'est ce qu'on connaît maintenant avec d'autres, dans d'autres sens, les flux sont inversés. Mais c'est vrai que c'était pas du tout que des Français qui peuplaient Casablanca. Il y avait des gens qui venaient d'Italie, des gens qui venaient d'Espagne, même de Suisse, puisque l'architecte du fameux immeuble Liberté de 17 étages, il était suisse. Donc on peut se dire, mais que faisait un Suisse dans ces années-là au Maroc. Donc oui, c'était vraiment un brassage, un creuset multiculturel, et c'est ça qui rend si riche cette période. Et alors non seulement multiculturel, mais multiconfessionnel aussi, parce que finalement, il y avait peu de natifs de Casablanca. C'était une ville qui venait d'être créée 30 ans avant. Et donc, même au sein des Marocains, qu'ils soient juifs ou musulmans, les gens venaient un peu de tout le Maroc, des Fassis, des Marrakechis, pourquoi pas des Tangérois. Alors, des campagnes aussi. Et des campagnes, évidemment. Il y avait l'exode rural aussi qui commençait, ou plutôt qui continuait. Et donc, voilà, donc ça donne ce creuset vraiment multiculturel, et c'est ça que j'ai adoré quand j'ai grandi au Maroc, cette ambiance multiculturelle, et c'est ça aussi que je voulais retranscrire dans cette période des années 50. Et Gabrielle Kaplan elle-même, alors elle fait partie de ces personnes qui sont arrivées de l'extérieur. Dis-nous d'où elle arrive. Exactement. Alors Gabrielle Kaplan, c'était important qu'elle soit pas née au Maroc en fait. Oui, parce qu'après, là en ce moment je suis au Maroc, et évidemment que ça se passe au Maroc, mais après l'enjeu c'est aussi que ce soit quelque chose de tout à fait universel, et que ça ne doit pas intéresser que des gens du Maroc, que des Casablancais, que des Marocains. Et voilà, je trouvais que c'était bien que elle, l'héroïne, justement, vienne d'ailleurs et soit tombée amoureuse de Casablanca et y est restée, certes, mais justement dans ce contexte géopolitique et politique très tendu des années 50, c'est bien qu'elle vienne d'ailleurs, parce que comme ça elle n'est pas partie prenante des enjeux de décolonisation, indépendance et tout ça. Alors elle vient de Salonique. Elle a fui avec ses parents pendant la guerre le nazisme. Et en fait, Gabrielle Kaplan, c'est un double clin d'œil. En fait, je me suis dit, et si Il Saloon, l'héroïne de Casablanca, le film de Michael Curtis, était resté, au lieu de partir avec Victor Laszlo, si elle était restée, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Et ben voilà, j'ai imaginé qu'elle serait devenue détective privée. Et le nom, j'ai changé le nom. Donc Gabrielle, parce que c'est un prénom mixte qui peut être masculin comme féminin. Et d'ailleurs, elle en joue aussi au téléphone, par exemple. Et Kaplan, alors ça, c'est un vrai clin d'œil à Hitchcock, puisque dans La mort aux trousses, tout le film se passe à chercher un Kaplan. Et c'est vrai que ce Casablanca des années 50 que j'aime tant, pour moi, c'est un décor d'un film d'Hitchcock. Et c'est ça que j'essaie de décrire dans mes livres, en plus de l'intrigue. C'est plutôt très, très, très réussi. Dans tes deux romans, l'enquête, elle sert aussi à mettre en scène une ville qui est toute vouée, enfin plusieurs villes, mais des villes qui sont toutes vouées à mettre en avant des enjeux politiques. Alors particulièrement dans Crépuscule à Casablanca. Est-ce que tu peux nous dire en grands traits, à grandes lignes, de quoi parle Crépuscule à Casablanca?
Alors en fait, En nous donnant envie avec cette intrigue. C'est une intrigue. Hein. Bon, il y a évidemment des meurtres dans tes romans comme dans les bons policiers. Donc en fait, le début, elle se fait remettre une mallette, une mission en apparence tout à fait banale. Elle doit procéder à un échange de mallettes, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis voilà, et puis point, ça dure une journée et elle n'entendra plus parler du commanditaire. Évidemment, ça va pas se passer comme ça. Et du moment où elle a touché cette mallette, elle s'aperçoit qu'elle est suivie par des individus plutôt louches. Et donc c'est qu'à la fin qu'on comprendra pourquoi et ce qu'il y avait dans cette mallette et quels sont les enjeux autour de la mallette. Et en fait, c'est vrai que je reviens sur un assassinat politique qui s'est vraiment produit en 1955. Au pied de l'immeuble Liberté, d'ailleurs, c'est l'assassinat de Jacques Lemaigre du Breuil qui a en quelque sorte précipité l'indépendance parce que c'est vrai que le résident de l'époque, Juin, était vraiment pas du tout favorable à... Enfin, d'ailleurs en 55, il n'était plus là, Juin, mais on va dire l'administration française et le protectorat n'étaient pas du tout favorables à ce que le Maroc accède à l'indépendance. Et avec cet assassinat, je pense que tout le monde s'est rendu compte que ça allait trop loin et qu'il fallait assouplir... Et c'est comme ça qu'après, il y a eu les négociations de Aix-les-Bains et que le Maroc a accédé à l'indépendance en 56. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu une période très trouble, hyper difficile à vivre, j'imagine, avec le sultan qui a été exilé à l'autre bout de l'Afrique. Enfin, ça ressemble à rien. Donc voilà, je reviens sur ce Lemaigre du Breuil qui a été assassiné. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qui a commandité son assassinat et pourquoi. Les archives sont encore classées secret défense. Elles ouvriront l'année prochaine. Donc, parce qu'il y a 90 ans, c'est ça, pour l'ouverture des archives? Je crois que c'est 75 plutôt. 75, ok. Bon, ça va devenir intéressant. Elles sont où, ces archives? Elles sont à Nantes. Elles sont à Nantes, comme beaucoup d'archives politiques et militaires. En effet, j'ai envie de te poser une autre question. Comment tu travailles tes textes? Alors voilà, celui-là, on a envie de se dire, bon, elle s'est inspirée d'un fait qui est arrivé, donc d'un fait politique avéré. Et est-ce que tu sais à l'avance comment tu vas mettre en avant ton intrigue? Ou est-ce que c'est en commençant à écrire, je suppose que tu prends beaucoup de notes et que tu enquêtes toi-même. Hein, c'est ça, c'est une double enquête en fait. Voilà, Emmanuel Aucard dit que les écrivains, ce sont des détectives privés. Exactement. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, mais ils le cherchent. Est-ce que tu fais comme ça? Ou est-ce qu'à l'avance, tu as une idée assez préconçue et assez rigide, ou peut-être une mot rigide un peu dur, de ce que va être ton livre? Alors les deux mon général. En fait, j'ai une idée préconçue. Mais je me laisse totalement entraîner pendant l'écriture. Des fois, je découvre des choses que je savais pas. Donc, ça me donne envie de tordre un peu l'histoire, de l'orienter différemment, de faire des fausses pistes que j'avais pas imaginées. Notamment, alors, justement, Crépuscule à Casablanca, c'est un bon exemple parce que au début, j'avais commencé l'histoire, la trame, c'était Gabriel Kaplan enquête sur un meurtre. Et c'est en faisant toutes mes recherches que je suis tombée sur ce personnage de Lemaigre du Breuil que je connaissais pas plus que ça. Et en lisant plein de choses sur lui, alors déjà c'est vraiment quelqu'un de très trouble, qui a un passé vraiment un peu sulfureux. Il était cagoulard dans les années 30, après il s'est engagé pour l'indépendance, c'est quand même pas banal comme parcours. Et ce personnage très trouble se promenait toujours avec une mallette à la main avec des documents secrets dedans. Donc, quand on tombe là-dessus, l'intrigue est toute faite. Oui, la réalité. Voilà, exactement. Ouais. Donc, voilà. Et puis, pour Bouzebir, là, c'est différent. Enfin, Sang d'encre à Marrakech. Alors, c'est pas tout le livre autour de Bouzebir, quelques chapitres. Mais c'est vrai que je voulais parler de ce lieu, de ce quartier réservé, parce que on n'en a pas beaucoup parlé dans la littérature. Alors, il y a Pierre-Marc Orlan qui en parlait parmi d'autres. Mais alors franchement, c'est assez... Oui, c'est très court et il le mentionne pas. Non. Et voilà, je trouvais que c'était aussi... Moi, je trouve que c'est bien, dans les enquêtes de Gabriel Kaplan, c'est jamais gratuit. C'est toujours une
une piste pour revisiter l'histoire. Et puis aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est montrer la nuance. C'est-à-dire que c'est toujours très nuancé. Quand même, j'essaye de mettre en lumière les différents enjeux, les différentes forces en présence. Et puis pour Bouzbir aussi, j'ai découvert plein de choses que je connaissais pas en m'intéressant à la question, en lisant des bouquins d'ethno qui en parlent. Et j'ai découvert notamment qu'en fait, les filles qui étaient recluses et prostituées, elles étaient elles-mêmes exploitées par des femmes. Donc ça, on le sait pas forcément dans ce système très bien organisé. Voilà, donc... Quelques mots sur Bouzbir? Alors Bouzbir, c'était donc... oui. Ceux qui nous écoutent. Donc Bouzbir, ça a été créé à l'époque quand les maisons closes existaient toujours en France. Faut pas imaginer non plus qu'on a inventé ça au Maroc. C'était dans les années 30 et c'était à l'origine pour préserver des maladies vénériennes. Donc il y avait un dispensaire, un médecin, des infirmières, et les filles devaient faire des contrôles réguliers. Et c'était à l'époque après, donc dans les années 50, l'époque de Gabriel Kaplan, le plus grand bordel, voilà, c'est le mot, le plus grand bordel du monde. Et c'était même un lieu, alors c'était certes un lieu de prostitution, mais aussi un lieu où les gens allaient se promener apparemment. Il y avait un cinéma, des cafés, voilà. C'est une ville dans la ville? Oui, exactement, une ville dans la ville, sauf que les filles, elles n'avaient pas le droit de sortir, ou alors il fallait une attestation, donc voilà, c'était quand même semi-carcéral. Et c'est vrai que j'ai voulu rendre hommage à toutes ces femmes avec Sandancre à Marrakech. Et tout à l'heure, je parlais de nuances. C'est vrai que Sandancre à Marrakech, je vais pas raconter la fin, mais c'est vrai que le méchant meurtrier, très très méchant, oui, qui tatoue, tueur en série, qui tatoue toutes les victimes, ouais. Et quand à la fin on a la chute. Oui, quand on comprend son histoire, voilà. On peut comprendre aussi que peut-être il a ce désir ou ce besoin plutôt qu'un désir de vengeance. Voilà, en effet, c'est vrai que c'est un personnage. Alors, dans Sandancre à Marrakech, on est plus dans une histoire personnelle. Gabriel Kaplan, elle va accompagner. Elle a 2 acolytes. Ah oui, alors ça c'est très important. Le mot acolyte. Donc, c'est très important. Vincent, c'est un peu son atout charme. Je dis son atout charme parce que on comprend que Gabriel Kaplan, c'est une femme qui sait jouer de sa féminité, mais qui joue pas sur le capital séduction. Donc, qui est un peu sortie aussi des poncifs du polar en fait où les femmes jouent toujours de leur séduction. Oui, c'est pas Betty Boop. Voilà, ou Betty Boop. Alors on parle de Joséphine Baker à un moment parce qu'elle a une amie, elle, qui joue plus la séduction et les mondanités. Donc elle a Vincente qui est son bras droit, sa secrétaire, qui fait le travail un peu, j'ai envie de dire, de l'ombre. Et puis il y a Brahim. Et alors Brahim, il est intéressant aussi ce personnage parce que il a fait partie de ces corps marocains pour libérer la France. Il est en 4e des DDM. Oui, voilà, il a fait la campagne d'Italie sous Juin, comme beaucoup de Marocains. Il a fait l'école des officiers de Meknès. Et voilà, il a fait la campagne du Garigliano, il a remonté toute l'Italie. Et dans son histoire personnelle, que j'ai inventée évidemment, en fait, après l'Italie, il devait être envoyé en Indochine, comme beaucoup de Marocains d'ailleurs, et lui, il s'est dit que ça lui allait pas du tout, que libérer l'Europe contre le nazisme, ça correspondait à ses valeurs, mais qu'aller taper du Viet, comme il dit, ça, voilà, il voulait pas contribuer à ça, donc il a démissionné de l'armée, et de fil en aiguille, un jour, il a sauvé la peau de Gabriel Kaplan et il s'est mis à son service. Donc c'est un peu son homme de main, c'est son conseiller, c'est son sauveur parfois. Son sauveur parfois. Il a un côté, comme dans Tintin, c'est un peu Milou parfois, enfin sans vouloir le comparer de manière totalement anachronique, mais c'est lui qui a aussi une sorte d'instinct pour aller chercher, qui est là. Quoi. Voilà, il sait se battre, quand même, c'est un militaire. Et c'est vrai que dans les années 50, on peut penser... Il est son lien avec le Maroc Au Maroc, voilà, exactement. On peut penser qu'une femme, ça comptait pas beaucoup et un Marocain n'avait pas tous les droits. Donc, à eux deux, ils font une personne par entière. Complète, exactement. Voilà. Oui, c'est un peu le terme. Et c'est lui qui parle arabe, donc c'est lui qui peut envoyer aussi parfois j'ai envie de dire en back-office, enfin en arrière, quoi. Elle a d'autres... Il y a beaucoup de personnages qui réapparaissent, je suppose. Alors voilà, il y a une galerie de personnages récurrents. Donc il y a, comme tu dis, Vincent, sa secrétaire.
Brahim qui est vraiment qui est dans toutes les enquêtes aussi. Il y a Yvonne qui est une grande mondaine parce qu'elle tient les chroniques mondaines de la vigie marocaine et qui, elle, connaît absolument tout le gratin et de toutes les soirées, entend tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. Et on peut penser qu'elle a un rôle qui est pas que journaliste. Alors, est-ce qu'elle est espionne ou pas ? Là, on en est qu'aux deux, on verra. Mais dans son histoire aussi, elle a côtoyé Joséphine Baker pendant la guerre. Et voilà. Donc, et souvent, c'est une rencontre avec Yvonne qui fait basculer l'enquête de Gabriel Kaplan parce qu'Yvonne a toujours des choses à lui raconter, à lui apprendre. Et voilà, ça dénoue les nœuds que... Elle a les petits tuyaux, en fait. Exactement. Elle a compris que beaucoup de choses se disent au Maroc dans les soirées, dans les mondanités, les gens se croisent. C'est souvent elle qui éclaire Gabriel sur la présence de tel et tel homme d'affaires. Exactement. Ou autre. On va bientôt clôturer, on a encore quelques minutes. Ces quelques minutes, on va les consacrer à ta résidence à Tanger, ta résidence d'écriture. Donc tu as concouru, on va dire, à une demande de résidence que proposent les instituts français du Maroc. Exactement. L'Institut français du Maroc, en l'occurrence c'était Tanger. Comme ont dû le comprendre les auditrices et les auditeurs, tu es intéressé, fasciné par les villes du Maroc. Alors on parle beaucoup de Casablanca, mais il y a Marrakech et il y a d'autres territoires. Et là, cette fois-ci, en fait, tu es venu à Tanger pour écrire sur un prochain roman policier qui va paraître l'année prochaine. Inch'Allah, j'ai envie de rajouter, c'est très important. Et ce prochain livre, quand tu viens à Tanger, tu sais déjà de quoi tu veux parler. Oui. Alors, tu veux parler de quoi ? Alors, donc, Tanger, en fait, pour revenir à la résidence, donc j'ai fait un dossier, j'ai demandé, j'ai fait ma candidature comme tout le monde, et c'est vrai que habituellement c'est plutôt des résidences artistiques pour des artistes, mais après tout, quand on écrit des livres, on peut être considéré comme une artiste. En tout cas, c'est ce qu'ils ont bien voulu accepter. Et c'est vrai que moi j'avais vraiment besoin de m'immerger dans cette ville, puisque je connaissais certes Tanger, mais entre y être venu une semaine et y passer 3 semaines comme en ce moment. Et moi, c'est vrai que d'ailleurs mes lecteurs me le disent, ils me disent « Oh là là, on a l'impression d'y être ». Et c'est vrai que j'ai besoin de connaître les lieux, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, de voir les maisons, de voir le nom des rues, de discuter avec les gens, qu'est-ce qu'on écoutait comme musique, qu'est-ce qu'on mangeait comme gâteau. Et voilà, tout ça, ça nourrit l'intrigue. Alors, de quoi ça va parler ? Ça va parler de justement cette ville internationale que c'était dans les années 50, enfin en tout cas en 52, puisque précisément c'est en 52 que l'intrigue se passera, et autour du trafic et de la contrebande. Voilà, j'en dis pas plus, mais... De blondes. De blondes, absolument. Alors, les blondes, ça fait plein de choses différentes. Les blondes, et voilà, les blondes des cigarettes américaines dont les stocks étaient détournés de l'aide du plan Marshall qui allait vers l'Europe, transitaient par Tanger, puis étaient réenvoyés en Europe et en faisant x4, en faisant la culbute et avec de gros profits. Et donc c'est vrai que ce commerce juteux a attiré toute une pègre à l'époque de corso marseillais. Et donc voilà, c'est autour de ça qu'aura lieu la prochaine enquête de Gabriel Kaplan. Et est-ce que tu peux nous dire si tu as bien avancé, c'est-à-dire là si tu sais que tu as toute ton intrigue, tu as les éléments qui te manquaient. J'ai entendu dire plusieurs fois, mais où était la rue Juriot ? Ah oui, très important. Ça. Et est-ce que Lucky Luciano est venu à Tanger ? Alors on ne sait jamais s'il y a des auditeurs qui ont la réponse. Qu'il se fasse connaître. Voilà, ça reste... alors j'ai bien avancé, oui. Après, il faut que je lutte contre ma tendance naturelle qui est faire beaucoup de descriptions et mettre beaucoup de détails, parce qu'au bout d'un moment, il faut vraiment... Voilà, dans un polar, l'exercice quand même est subtil entre l'intrigue, les ressorts... et voilà, et pas trop de détails, pas trop de descriptions. Donc là j'en ai plein, il faudra que j'élague, mais bien sûr que c'était absolument indispensable que je vienne. Et d'ailleurs je remercie vraiment l'Institut français de m'avoir donné cette possibilité. Je te remercie aussi toi Stéphanie de m'avoir ouvert ton carnet d'adresses, et il est presque aussi fourni que celui d'Yvonne. Je suis donc la Yvonne de Tanger. C'est une couverture libraire en fait. Et on sait jamais. Il faut se méfier. Et j'espère qu'on va me lire avec autant de plaisir que j'ai à écrire ce 3e opus. Mais j'ai surtout l'espoir que tu reviennes en 2025 quand il va sortir pour qu'on parle de Tanger écoute, et de Giorgio Nucci. Ça serait avec un immense plaisir.
Merci beaucoup Melvina pour Merci à toi Stéphanie. cette rencontre trépidante. À très bientôt pour un prochain épisode de Radio Les Insolites. On était avec Melvina Mestre à Tanger pour ses livres Crépuscule à Casablanca. L'éditeur est Point, publié chez Point. Et l'éditeur est Point, mais bien sûr j'ai oublié. Donc Crépuscule à Casablanca et Sans d'encre à Marrakech en vente à la librairie Les Insolites.